Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, des débats, de l'analyse et des rubriques que vous connaissez bien dans son job. D'abord, des salariés du privé de plus en plus absents. Cette fois, c'est WTW qui nous le confirme dans son dernier baromètre de l'absentéisme. De plus en plus absents et de plus en plus fréquemment. On en discute dans quelques instants. Dans le cercle RH, voyager et s'expatrier comme un coup de boost à sa carrière. Des millions de Français font le choix d'un pays étranger pendant quelques années. Mais encore faut-il savoir bien valoriser cette expérience auprès des recruteurs à leur retour en France. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, la pénibilité au travail, une épine dans le pied des organisations syndicales et patronales depuis des années. La création d'un fonds d'investissement dédié à la prévention de l'usure professionnelle, prévue par la réforme des retraites, devrait cette fois les pousser à négocier. J'ai tout dit, on commence comme promis par Bien dans son job, c'est parti. Les enquêtes se suivent et se ressemblent. Les salariés du secteur privé sont indéniablement de plus en plus absents. C'est ce que nous dit le dernier baromètre de WTW. En 2022, le taux d'absentéisme est de 5,3%. C'est plus de 9,2% par rapport à l'année précédente. Et outre cette augmentation du nombre de salariés qui s'arrêtent, on apprend également que leurs arrêts sont de plus en plus fréquents. Une augmentation de près de 5% en moyenne sur un an. On va revenir sur ces chiffres aujourd'hui avec Noémie Marciano, directrice placement et actuariat Health and Benefits chez WTW, spécialiste en courtage. Bonjour Noémie. Bonjour Eva. Merci beaucoup de décrypter aujourd'hui ces chiffres de l'absentéisme en France. Si vous deviez en retenir un de cette enquête, de la vôtre, ce serait lequel et pourquoi ? Alors, on est tous d'accord, effectivement, vous l'avez dit, les études convergent sur le fait que l'absentéisme a augmenté. La Sécurité sociale l'observe aussi dans son rapport. On est cette année à plus de 16 milliards d'euros d'indemnités journalières remboursées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un absentéisme qui est croissant. Et s'il y a un chiffre qui est assez surprenant et sur lequel j'aimerais mettre en lumière, c'est le taux de recours, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous la prévalence, le nombre de salariés qui entrent au moins une fois en condition d'arrêt de travail dans l'année. Ouais. Et ce nombre qui concerne aujourd'hui tout type de population, qu'on soit jeune, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit dans une petite entreprise, dans une plus grande entreprise, qu'on soit un cadre ou qu'on soit un employé, on a finalement un taux d'exposition qui explose en 2022. Oui, c'est celui-là qui vous surprend finalement, c'est ce chiffre-là qui vous surprend. C'est ce chiffre-là qui est assez important. On a donc une prévalence de l'ordre une augmentation de l'ordre de plus 30%. Et quand on regarde dans le rétroviseur par rapport à 2019, je mets l'année 2020 entre parenthèses parce que année Covid, etc. Là, on est à plus 40, voire 50% sur certaines cibles de population. Et notamment les jeunes, et notamment les cadres, qui étaient des populations sur lesquelles on ne connaissait pas encore ce taux d'absentéisme et cette entrée en arrêt qu'on a observé en 2022. Comment on considère alors et comment on explique cette courbe ascendante de l'absentéisme aujourd'hui ? Alors, c'est une question très très difficile à laquelle les employeurs ont du mal à répondre tout simplement pour des données, des confidentialités des données qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, nous, dans les analyses qu'on fait, on utilise les DSN. Et dans les DSN, nous n'avons pas le motif d'arrêt des salariés puisque les entreprises n'ont pas le motif d'arrêt des salariés. Pour autant, quand on regarde le dernier rapport de la Sécurité sociale qui date de juillet 2023, on apprend que la première cause d'arrêt maladie est liée à des problèmes de santé mentale. La seconde cause en 2022 est liée au retour d'infections virales, bactériennes, qu'on n'avait plutôt pas les années précédentes à cause du confinement du Covid. Et enfin, le dernier motif reste encore le Covid. On a eu en 2022 la vague Omicron qui a été aussi assez importante et a causé quelques dommages en matière d'absentéisme. Donc voilà les trois principaux sujets, le premier étant celui de la santé mentale. Eh ouais, la santé mentale, alors qu'on parle beaucoup de QVT, de bien-être au travail aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal entre les déclarations d'intention et ce qui se passe véritablement sur le terrain, et donc cette augmentation fulgurante des arrêts maladie aujourd'hui des salariés. Je pense que les entreprises ont bien conscience que les salariés ont de fortes attentes vis-à-vis de leur bien-être. Maintenant, toutes n'ont pas encore ouvert le sujet suffisamment. Et puis, elles ont tout un tas de choses. Les DRH, elles ont beaucoup de sujets dans les tuyaux. Le dernier étant la transition
transparence des salaires. Enfin, elles ont tout un tas de sujets à ouvrir et ce sujet-là n'a pas été ouvert par toutes les entreprises. Le sujet même de l'absentéisme, savoir mesurer son absentéisme, est-ce qu'il est atypique par rapport à mon secteur d'activité, est-ce qu'il est normal, est-ce que j'ai un sujet, c'est des sujets qui sont pas forcément adressés dans les entreprises et on a du mal à se positionner. Et pour autant, vous avez raison, il y a beaucoup de tam-tam, on va dire, autour du bien-être. On apprend aussi dans votre étude qu'il y a moins d'absentéisme chez les salariés en CDD que ceux en CDI. Comment ça, vous l'interprétez? On va dire... C'est plutôt logique? Oui, alors, ce qui est plutôt, on va dire, inquiétant dans notre étude, c'est que même les salariés en CDD s'absentent. C'est un phénomène qu'on n'avait pas jusqu'à présent. En CDI, voilà, il peut arriver effectivement. Tout le monde s'absente et tout le monde s'absente plus, j'ai l'impression. Tout le monde s'absente, il faut que... voilà, on sent qu'il y a une recherche forte de sens, il y a un engagement, une motivation à retrouver dans l'entreprise, alors que le télétravail s'est installé aussi à la maison, qu'il y a un équilibre à trouver entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qu'il y a un isolement aussi, ce télétravail a créé un isolement. Et tous ces sujets-là sont à adresser par les entreprises, mais encore faut-il savoir quels sujets les concernent et derrière, quelles solutions existent à leur disposition. Grosse poussée de l'absentéisme aussi sur les tranches d'âge de 20 à 40 ans. Ça, c'est un signal inquiétant? Oui, assez inquiétant. Et là, encore une fois, il est lié au taux de recours. C'est-à-dire qu'on sent que cette population-là, qui hésitait jusqu'à présent à s'absenter, n'hésite plus. Les jeunes salariés, entre 20 et 30 ans, 30 et 40 ans, s'absentent plus souvent, hésitent moins. La petite question qu'on se posait le matin, est-ce que j'y vais pas? Maintenant, c'est plus une question, je n'y vais pas. Et peut-être qu'on est sur un sujet de société, sur un sujet post-Covid, avec tout ce qui s'est passé, mais peut-être aussi qu'il y a des attentes de la part des salariés au niveau de l'entreprise sur le bien-être, comment faire revenir un salarié qui se pose la question est-ce que je viens pas, comment réorganiser, comment travailler sur la réinsertion professionnelle si j'ai été absent plus longtemps par exemple. Voilà. L'entreprise a beaucoup de questions à se poser. Exactement. Un dernier mot très rapidement, un mot sur le vendredi. Il reste le jour d'absence le plus important, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle et le secteur. Oui, alors rien à dire de très intéressant là-dessus. Le vendredi et le lundi, c'est des jours où on a des taux d'absentéisme qui sont importants, mais rien d'étonnant. Quand on a été malade le week-end, on reste en arrêt le lundi. Il n'y a rien d'alarmant. Et c'est vrai que la sécurité sociale a beaucoup parlé des arrêts de complaisance, mais c'est l'épaisseur du trait dans le vrai sujet de l'absentéisme. Bon, merci beaucoup Noémie Marcionnet d'être venue nous parler de l'absentéisme dans le secteur privé aujourd'hui avec ce baromètre. Je rappelle, vous êtes directrice placement et actuariat Health and Benefits chez WTW. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Tout de suite, c'est le Cercle RH. S'expatrier pour booster sa carrière. Qui n'a jamais rêvé d'aller travailler quelques années aux États-Unis ou au Canada? Certains Français l'ont fait, beaucoup, même puisque le ministère des Affaires étrangères estime au total qu'autour de 2,5 millions de citoyens français résident en 2023 à l'étranger. Pourquoi cette expatriation peut-elle être un avantage pour la suite de sa carrière et comment bien valoriser une expérience professionnelle à l'étranger? Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Caroline Gaillard, associée chez Yourside, nous accompagne. Bonjour Caroline. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean-Claude Beaujour nous accompagne également, avocat international en droit des affaires. Bonjour. Bonjour. Je vous voyais noter, je ne me suis pas trompée dans le chiffre, Jean-Claude Beaujour, 2,5 millions de citoyens français qui résident à l'étranger en 2023. Qui vivent à l'étranger, ça ne veut pas dire que... Qui travaillent. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent tous. Tout à fait. Et on en parlera justement par rapport à votre sujet. Tout à fait, je vous avais vu noter, c'est pour ça que je voulais vous faire réagir. Jean-Claude Beaujour, comment vous expliquez cette envie d'ailleurs d'une partie des travailleurs français? Ça a toujours existé. Ouais. La France est un pays où elle avait des colonies, puis des régions d'outre-mer. On a un commerce international qui est extrêmement actif. Vous savez, dans un petit ouvrage que j'avais commis, j'avais dit que la mondialisation n'avait pas commencé avec l'OMC. La mondialisation a toujours existé. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui vont travailler à l'étranger. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est que tout d'abord, c'est devenu un élément de promotion de la carrière professionnelle, d'une part, et puis d'autre part, on ne nous attend pas. Parce qu'avant, nous avions effectivement ces postes où on allait en Afrique, on allait en l'ex-Indochine, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est, où les gens avaient des postes et avaient des carrières. Maintenant, on ne nous attend pas, donc ça se prépare. On en parlera, ça se prépare, ça se cherche, il faut se battre un peu, mais ça peut être effectivement un accélérateur de carrière. C'est facile
facile de partir financièrement, réglementairement parlant? Est-ce que c'est facile de partir? Est-ce qu'on peut se dire on part du jour au lendemain dans un autre pays travailler? Alors, partir du jour au lendemain, c'est un peu audacieux, parce que comme disait très justement Jean-Claude, ça se prépare. Je pense que c'est important de réfléchir à l'avance à l'objectif de l'expatriation. Ouais. Qu'est-ce qu'on recherche dans cette expatriation? Est-ce qu'on y va pour une promotion? Est-ce qu'on cherche à développer de nouvelles compétences? Est-ce qu'on cherche finalement à booster la partie financière, parce que ça existe aussi. Donc il faut bien préparer ça. Il faut aussi préparer, se poser la question du pays de destination. Ça a un impact. Et puis ensuite, il faut travailler son réseau sur place. Il faut peut-être apprendre la langue, se familiariser aussi avec la culture. Donc tout ça est à prendre en compte bien avant de partir, de façon à ce que l'arrivée se passe dans de bonnes conditions. Jean-Claude Beaujour, on a parlé ces dernières semaines de la fin du Golden Package à l'expatriation. Qu'est-ce qui promettait ce Golden Package qui tend donc à disparaître, on a l'impression? Vous savez, il y a énormément de choses. Dans le Golden Package, vous aviez un salaire beaucoup plus élevé, le logement, la voiture, parfois le chauffeur, la domesticité, les billets d'avion et même une compensation de salaire pour le conjoint ou la personne qui suivait dans le cas échéant et qui étaient peut-être parfois privés d'emploi. Il y avait aussi la scolarité des enfants. L'école française coûte excessivement cher aux États-Unis, que ce soit à New York, que ce soit à Los Angeles ou à Tokyo. Donc tout cela, ça faisait beaucoup. Oui. Aujourd'hui, et ça faisait beaucoup, mais les gens partaient et les entreprises les envoyaient parce qu'elles avaient besoin de cadres considérés comme extrêmement compétents pour pouvoir les représenter à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez énormément d'ingénieurs en Inde, en Asie, qui sont formés dans nos grandes écoles, qui sont originaires du pays, entre guillemets, cible. Et donc, nos entreprises n'ont pas besoin tant que cela de cadres français qu'ils envoient depuis la France vers ces pays. C'est ce que vous disiez, on ne part plus pour les mêmes raisons, on ne part pas de la même manière. Et puis, donc il y a une moindre demande. Et puis, deuxièmement, les entreprises elles-mêmes, elles ont de plus en plus de cadres multinationaux. À Paris, à la Défense, vous avez des cadres dirigeants qui viennent d'Inde, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'un peu partout. Donc c'est vrai que la concurrence est plus importante. Donc on a normalement tendance, les entreprises offrent un peu moins que ce qu'elles offraient avant. En tout cas, nous, on le voit quand nous accompagnons des cadres dirigeants qui s'en vont à l'étranger, parce que tout ça, ça se prépare et ça se négocie. Qu'est-ce que ça veut dire alors de ce voyage à l'étranger, de cette expatriation à l'étranger, cette fin du Golden Package? Selon vous, Caroline, qu'est-ce que ça signifie? On ne voit plus l'expatriation de la même manière ou on la voit différemment? Oui, en fait, il y a différentes configurations d'expatriation. Je pense qu'il faut distinguer la configuration dans laquelle vous partez dans le cadre d'un groupe, où là vous êtes accompagné, où effectivement, malgré tout, on a un contrat d'expatriation avec tous les avantages dont Jean-Claude vient de parler, qui tend à réduire, ça disparaît de plus en plus, ces contrats d'expatriation, ça coûte très cher. Ou bien on part finalement en solo, et là ça change tout, et là c'est beaucoup plus l'aventure. Et dans ces cas-là, il faut effectivement être prêt à affronter un niveau d'adversité bien supérieur, parce qu'on n'est pas accompagné, et financièrement notamment, ça peut aussi être un petit peu hasardeux. Est-ce que ça peut être quelque chose qui plaît aux jeunes, ça, de partir beaucoup. Voilà. Les jeunes les jeunes partent énormément, bien sûr, mais c'est très clairement une opportunité. Vous êtes confronté, lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes confronté exposé à des enjeux bien supérieurs à ceux si vous restiez dans votre pays. Vous avez accès à un niveau d'interlocuteurs, à des dirigeants auxquels vous n'auriez pas accès si vous restiez dans votre pays. Vous avez, c'est très clairement, en termes de leadership également, vous avez souvent des équipes réduites, donc une transversalité des tâches qui est très intéressante. Et finalement, ce niveau d'exposition fait que quand vous revenez, en l'espace de quelques années à l'étranger, ça équivaut à multiplier par deux si vous étiez resté dans votre pays d'origine. Donc pour un jeune, c'est absolument fantastique. Oui, on va en parler de ce retour en France. Oui. Jean-Claude Beaujour, je voyais tiquer sur ces jeunes justement qui partent. En effet, c'est quoi le profil? C'est des jeunes qui ont fait leurs études à l'étranger, déjà peut-être, en fait, et qui se retrouvent à travailler dans le pays. Ils ont une première expérience à l'étranger, ça c'est sûr. Et Caroline vient de parler de la connaissance linguistique, de l'aptitude à pouvoir se mouvoir dans un environnement complètement différent. Mais ce que je constate, c'est qu'au-delà, traditionnellement, on avait
avait des jeunes des grandes écoles, des grandes universités françaises. Aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes issus de formations professionnelles, de lycées hôteliers, tout ce qui tourne autour du tourisme et de l'art de vivre à la française fonctionne très bien en Asie, en Amérique latine et même en Afrique, au Moyen-Orient. Ce sont des destinations pour nos jeunes, donc ce sont des opportunités d'emploi. Donc oui, aujourd'hui, tous les jeunes sont concernés. Ce qui est important de savoir, et comme vous disiez, partir du jour au lendemain, réponse surtout pas, parce que vous avez tout d'abord des règles administratives dans les pays d'accueil, et puis il faut veiller à des choses qui sont très simples. Quelle protection sociale, comment organiser, est-ce qu'on part, si on part pour une entreprise, est-ce qu'on est en détachement ou bien on est en expatriation? Il y a une différence, que le détachement dure maximum 6 ans et l'expatriation, on a le contrat de travail français suspendu et on a un contrat de travail local. Quel régime? Ça peut freiner un départ, ça, Jean-Claude Beaujour, ce poids administratif? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, en tout cas, nous accompagnant beaucoup de cadres sup qui partent à l'étranger, l'idée c'est je pars, mais à un moment donné il faut savoir qu'on est étranger à l'étranger, donc à tout moment on peut vous demander de retourner, de repartir, voire vous pouvez avoir un problème de sécurité dans le pays, on le voit avec ce qui se passe en Afrique, vous avez des entreprises françaises au Niger et ailleurs où on demande aux cadres rentrer, donc vous pouvez être obligé de rentrer, mais pour autant le retour se prépare, et donc c'est vrai que de ce point de vue nous aidons les cadres, en général, sont des cadres qui partent dans des conditions que vous venez d'indiquer. Eh bien, ça se prépare. Quel poste aurai-je à mon retour? À quoi est-ce que je puis prétendre? Ça se met par écrit, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Et puis, dernier élément, il faut aussi se dire que le départ, c'est pas je m'en vais et on se revoit dans quelques années. Ça suppose de conserver le contact avec l'entreprise que l'on représente. Donc l'entreprise ou le marché du travail ou le marché absolument. Vous dites vrai, parce que votre sujet c'était booster une carrière. Je pars, mais dans 4 ans, est-ce que ce que je vais acquérir comme compétence, ça sera encore intéressant pour le marché français? Donc il faut se poser la question. Il y a une vraie stratégie, et donc qu'on soit en entreprise ou qu'on soit en solo, comme l'indiquait Caroline, il faut se tenir au courant, et vous avez des tas de moyens, les ambassades, nos ambassades, les conseillers du commerce extérieur, et puis revenir de temps en temps en France. Caroline, oui, vous vouliez réagir? Oui, non, ça c'est un point clé, le retour. C'est un le point retour. Clé parce Oui, que, bien sûr. vous savez, les diplomates disent on fait fortune à l'étranger, mais on fait carrière à Paris. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai que loin des yeux, loin du cœur, et on a tendance, malgré tout, qu'on le veuille ou non, à se faire un peu oublier quand on est à l'étranger, surtout si on est très loin. Si tout se passe bien et qu'on est en parfaite autonomie, on n'est pas forcément toujours... on garde un contact avec le siège, évidemment, mais on ne revient pas forcément très souvent. On n'entretient pas forcément son réseau. Et donc, quand on revient, on fait quoi? La gestion des carrières, bien sûr, fait qu'en général, on essaie de proposer quelque chose aux personnes qui reviennent, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Il n'y a pas forcément un poste à ce moment-là qui est disponible. Donc, keep in touch in France. Keep in touch, il faut absolument. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est impératif, comme l'a dit Jean-Claude. Pendant toute la durée de l'expatriation, il faut rester en contact avec son organisation, avec son siège. Il faut entretenir son réseau. Il faut préparer son retour. À peine arrivé, je pense qu'il faut déjà préparer son retour. Ça, c'est quand on travaille dans un groupe, dans une organisation. Mais quand on revient en solo, vous le disiez très justement, on est confronté au marché. On revient. On a passé 15 ans à l'étranger. Quand on revient, on fait quoi? Et là, si vous voulez, si vous avez passé en plus 15 ans dans le même pays, vous êtes très marqué. Il est tout à fait possible que le pays efface le métier. Moi, je vois des candidats aujourd'hui qui arrivent de 15 ans au Kazakhstan. Aujourd'hui, les seules opportunités qu'on leur propose, ce sont des opportunités au Kazakhstan. Et oui, mais eux veulent revenir en France, ils veulent se réinsérer dans le marché français. Or, la seule chose qu'on leur propose, c'est quelque chose qui les ramène vers leur pays d'expatriation. C'est pas simple. C'est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'impact stratégique du pays dans lequel on choisit d'aller. C'est pas du tout anodin. Et même si vous avez, par exemple, 15 ans aux États-Unis, ça peut être exactement le même problème. Donc, il faut être très attentif à cela. Soit on vit dans un pays, on se dit, on a envie de vivre en Australie, on part vivre en Australie, et puis après, advienne que pourra. Mais si on est véritablement dans une démarche professionnelle, on peut avoir intérêt à avoir fait un peu d'Australie, et puis au bout d'un moment, bouger à Singapour, ou bien faire un peu d'Europe, avant de retourner en France, parce que ce qu'apprécie aussi, donc ça c'est un point, ça je le constate bien chez un certain nombre d'entreprises,
entreprises, elles vont valoriser des gens qui ont une expérience expatriée diversifiée. Oui. Donc, si vous avez passé 8 ans à l'étranger, Sur des continents différents. ça peut être parce que ça traduit votre capacité. Je vois qu'un certain nombre de gens, ils ont passé 4 ans en Australie, 3 ans en Allemagne. Donc, ça donne un peu une dimension diverse. Ça montre que vous avez une connaissance de marché différent. Et puis, ça veut dire aussi que pour la suite, parce que pour une entreprise, c'est important, elle vous donne un poste à un moment donné, mais elle doit pouvoir aussi vous projeter ou se projeter à travers vous dans ce qu'elle fera de vous. Parce que si elle se dit, il ou elle ne pourra faire que du Kazakhstan et que je sais que mes relations commerciales avec le Kazakhstan vont à un moment donné s'arrêter, ça veut dire que avec ce salarié, vous serez, ça sera compliqué. Vous avez commencé à la faire un peu tous les deux, mais Caroline, si on devait faire une petite checklist des compétences qu'on peut valoriser à son retour en France, qu'on acquiert en partant à l'étranger, qui serait transversale, on va dire, là en l'occurrence à tous les pays, tous les continents. Voilà, qu'est-ce qui va plaire globalement aux recruteurs quand on revient en France, qu'on a passé quelques années à l'étranger? Et je suis bien placée pour le savoir, parce qu'en tant que recruteuse et chasseuse de tête, ce sont des profils qu'on valorise énormément. Et ce qu'on aime en fait dans ces profils-là, c'est avant tout la capacité d'adaptation, la résilience, et aussi probablement une capacité à se connaître soi-même. Vous savez, il y avait un philosophe allemand, von Kisserling, qui disait « Le chemin le plus court vers soi-même, c'est de parcourir le monde ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, le choc des cultures provoque des réflexions d'autodiscernement qui vont vous permettre d'avoir accès, entre guillemets, à la connaissance de vous-même. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est vrai que cette capacité de... On apprend une autre facette de soi, on est un peu quelqu'un d'autre aussi, et on apprend à se connaître. Exactement. On se connaît, on est exposé, on sait comment on réagit dans des situations avec un niveau d'adversité un peu élevé. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une compétence qui va être transférable, finalement, dans bien d'autres situations et dans différents pays. Donc, cette flexibilité, cette adaptabilité, cette résilience, c'est vraiment une compétence qu'on recherche et qu'on va, nous, en tant que recruteurs, pouvoir valoriser sur des profils internationaux. C'est intéressant, une petite question annexe, vraiment une mini-parenthèse. Vous en parliez tout à l'heure de l'apprentissage de la langue. Oui. Je me suis posé la question de ne pas maîtriser la langue du pays dans lequel on est allé habiter. Ça peut, presque annuler les bénéfices d'une expatriation où toutes les langues ne sont pas les mêmes et ne se ressemblent pas. C'est plus difficile peut-être d'apprendre le chinois quand même que l'anglais en partant aux États-Unis. Je sais pas. Par exemple, je peux vous dire, j'ai passé 15 ans en Russie. Ouais. L'apprentissage du russe, c'est quelque chose. Ça s'apprend pas. C'est pas une langue qui s'apprend en 2 jours. Et en revanche, le fait de ne pas connaître la langue, de ne pas la pratiquer, vous expose à des malentendus, à des erreurs de compréhension qui peuvent être extrêmement préjudiciables, professionnellement, mais sur le plan personnel également. Derrière une langue, il y a une culture. Oui, donc, pour avoir été moi-même étudiant en langue zo, on apprend une langue, mais on apprend aussi une culture. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir apprendre. Donc, je le précise, même pour ceux qui partent un peu plus tardivement, c'est bien parce que, y compris pour le cerveau, ça confronte. Et puis, c'est une forme de respect vis-à-vis des interlocuteurs. Leur dire qu'on fait l'effort de parler leur langue, c'est aussi marquer un peu de respect. Et voyez-vous, pour nous qui sommes occidentaux, lorsqu'on part à l'expatriation, vous êtes étranger, c'est vrai qu'il peut y avoir un préjugé, et de montrer à votre interlocuteur que vous êtes respectueux de sa culture, eh bien, c'est déjà commencer à gagner sa confiance. Bon, vous savez comment partir et vous savez comment valoriser votre départ. Et revenir, exactement. Merci beaucoup, Caroline Gaillarde, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes associée chez Yourside et Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Pénibilité, il est urgent de dialoguer, plus facile à dire qu'à faire. Les organisations patronales et syndicales patinent depuis plusieurs années. La loi sur la réforme des retraites de 2023 prévoit, elle, la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Les branches sont donc dans l'obligation désormais de négocier. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Laurent Pietraszewski, président fondateur de Grenelle Stratégie et Management, ancien secrétaire d'État, bien sûr, auprès de la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour, Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Laurent. C'est quoi exactement ce futur fonds d'investissement pour la prévention de l'usure au travail? On va commencer par là. Qu'est-ce que c'est que ce fonds? On va être très basique, c'est de l'argent. Et on en a besoin pour prévenir les situations de pénibilité. 1 milliard sur 5 ans, 200 millions par an. Pour faire simple, ça va servir à quoi? Ça va servir aux entreprises qui vont vouloir engager des actions de prévention, de formation vis-à-vis de leurs collaborateurs exposés aux risques ergonomiques. Et puis, ça va servir aussi à ces collaborateurs pour
mener à bien des projets de transition professionnelle. Donc vous voyez, on a les deux leviers. C'est un fonds qui va servir aussi bien aux entreprises pour prévenir qu'aux salariés pour se reconvertir. C'était très clair, on en est où de sa mise en place? Bon, ça patine un peu, ça patine un peu. Ça patine, ça piétine, oui. On a utilisé tous les mots dans cette, ça patine, mais cette émission. je pense qu'on doit pouvoir trouver là une voie de passage. Un tout petit peu d'histoire rapide. Bon, vous savez, ces fameuses histoires de critères ergonomiques, c'est les fameux critères de pénibilité. Il y en a 10 dans le Code du travail, il y en a toujours 10 d'ailleurs. À l'époque, avec Muriel Pénicaud, on a simplifié le dispositif de ce qui s'appelait le C3P, on a fait un C2P, et aujourd'hui, on a 6 critères de pénibilité qui permettent d'alimenter le compte personnel de prévention. Mais il y avait toujours, depuis 2017, un débat assez tendu d'ailleurs avec les organisations syndicales qui représentent les salariés, sur mais qu'est-ce qu'on fait des 3 critères ergonomiques, quand est-ce que vous allez nous permettre d'en reparler? Parce que quand même, malgré tout, critères ergonomiques, c'est je suis soumis à des vibrations, je porte des colis, C'est vraiment ça qui bloque là depuis Alors, quelques c'est années? ce sujet-là qu'on doit discuter. Oui, c'est ça qui bloque D'accord. depuis plusieurs années. Et c'est ça qu'on peut discuter. C'est pour ça que je vous dis, franchement, ça patine, mais il y a tout lieu d'y aller. Parce que c'est à la fois les attentes des organisations syndicales, mais aussi, sur le fond, une façon pour les organisations patronales de trouver des solutions. On a bien entendu qu'il y avait un sujet d'absentisme, si on regarde d'ailleurs les petites émissions qu'on a vues sur votre chaîne juste avant, on sait que le sujet de l'absentéisme, c'est aussi lié, pas que bien sûr, il est multifactoriel, mais aux conditions de travail. Donc on a tout intérêt à anticiper et à prévenir. Les branches ont intérêt à négocier et à s'entendre ici, ça. Oui, mais représentants des employeurs comme des salariés, j'ai envie de dire, j'ai appelé ça comme ça, pour moi c'est un point d'équilibre. C'est pas le point final, Eva, mais c'est un point d'équilibre pour permettre aux organisations syndicales et patronales de se reparler de ces critères ergonomiques avec une perspective prévention, c'est ça. reconversion. Là, pour la première fois, on passerait d'une logique de réparation à celle de prévention, c'est ça? Oui, elles ne sont pas antinomiques. Intéressant. Elles s'additionnent, ces deux logiques, si vous voulez. On essaie de les équilibrer. La difficulté, c'est que la loi, si vous voulez, issue de 2014, dite loi Touraine, sur ce sujet des retraites, c'était réparation. On ne parlait que par réparation. Voilà, vous allez me dire, on n'a pas fait beaucoup de prévention avant, donc il fallait bien démarrer par quelque chose. Bon, sauf que quand on regarde le sujet de la réparation, à l'époque, quand on est arrivé aux affaires, en 2017, on avait à peu près 4% des branches qui s'étaient mis d'accord, vous vous rendez compte, 4% des branches, sur un référentiel au titre de ces 10 critères de pénibilité. Donc ça veut dire que ça marchait pas. Donc il fallait bien revenir à l'essentiel, ce qu'on a fait, mais il fallait, et c'est bien qu'Olivier Dussopt porte ça, il fallait que le gouvernement, là, remette sur la table ces critères ergonomiques qui sont quand même une réalité pour beaucoup de travailleurs. Et là, c'est bien parti ou pas? Bon, quand je dis que ça patine, mes antennes, mes oreilles me permettent de comprendre que côté OS, il y a de la bonne volonté, côté OP, peut-être, mais on attend de voir. Allez, il faut se mettre autour de la table, mais il faut y aller. Il y a du grain à moudre, et vous savez que c'est une belle expression en matière de dialogue social. Vous citez souvent la Suède comme un potentiel exemple à suivre. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, les pays du nord de l'Europe, c'est pas tant parce que, voilà, moi qui suis du nord, je regarde toujours plus au nord, mais en fait, tout simplement parce que les pays du nord de l'Europe, ils ont été beaucoup plus à l'aise que nous vis-à-vis du vieillissement de leur population active. Voilà, nous, on était dans une situation, c'était un des rares pays d'Europe, on a fini par l'oublier, mais même un des rares pays de l'OCDE à avoir un chômage structurel autour de 10%. Donc, notre sujet, c'est qu'on avait déjà pas du boulot pour tout le monde. Bon, alors, donc évidemment, réfléchir à une stratégie pour permettre aux seniors d'être dans l'emploi, c'était un peu loin des préoccupations. Pas du tout le cas dans les pays qui, structurellement, voyaient leur population active vieillir. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, Eva, c'est que c'est la population active qui nourrit la protection sociale. C'est elle qui cotise pour permettre à la protection sociale de continuer à se développer. Donc, si on veut une belle protection sociale, il nous faut une belle population active. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Laurent Pietraszewski, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de Grenelle Stratégie et Management, ancien secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Bonne journée. Ciao.